Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 7. Deuxième partie. Du côté ouest de la palissade, quelqu'un d'autre se mit à beugler. Des coups de feu claquèrent, et ils arrivaient. Mon Dieu, ils arrivaient. C'était incroyable. Il y en avait des milliers. Aucun son, pas le moindre bruit, jusqu'à ce que le garde pousse ce cri. Puis, une détonation, suivie d'une explosion, une mine qui sautait, et d'une autre, de centaines et de centaines de torches qui s'enflammaient, s'allumant les unes aux autres, lancées très haut dans l'air noir et humide, comme des fusées, et les murs de la palissade se mirent bientôt à grouiller de créates qui se déversaient dessus, coulant à flots, se bousculant, fourmillant, des milliers de ces saloperies. Cela lui évoquait l'armée de rats qu'il avait vue un jour, dans son enfance, pendant la dernière famine, dans les rues de Cleveland, Ohio, où il avait grandi. Quelque chose avait chassé les rongeurs de leurs trous, et ils étaient sortis en plein jour, passant par-dessus le mur telle une couverture palpitante composée de fourrure, d'yeux, de petites mains et de dents. Il avait hurlé quelque chose à sa mère, puis pris ses jambes à son cou, à moins que cela n'ait été qu'un rêve de gosse. Garder son sang-froid était primordial. La puce était stationnée dans l'enclos à créates. Il faisait encore sombre de ce côté-là. Aussi s'y rendit-il sur le champ. La porte était fermée. Il la laissait toujours verrouillée, au cas où l'un des dégonflés aurait eu l'idée de filer chez Papa Ding Dong en profitant d'une nuit noire. Il eut l'impression de mettre un temps fou à sortir la clé de sa poche, à la glisser dans la serrure et à la tourner. Mais bon, c'était juste une question de sang-froid. Et puis, ça lui prit une éternité de rejoindre la puce et de la déverrouiller. Post et Haabi se trouvaient avec lui désormais. L'énorme vrombissement des retors finit par se faire entendre, couvrant tous les bruits bizarres. Les voix aiguës qui hurlaient, poussaient des cris perçants, chantaient. L'appareil décolla enfin, laissant cet enfer en contrebas. Un enclos rempli de rats en feu. « Il faut garder la tête froide pour se sortir rapidement d'une situation critique, » dit Davidson. « Tous les deux, vous avez réfléchi et agi avec rapidité. Bon travail. »« Où est Temba ?»« Il a pris un javelot en plein ventre, » répondit Post. Haabi, le pilote, voulait apparemment être aux commandes de la puce. Aussi Davidson lui céda-t-il la place. Il alla tant bien que mal s'installer dans l'un des sièges arrière et laissa ses muscles se détendre. La forêt défilait sous leurs pieds, noire dans le noir. « Où nous emmènes-tu, Haabi ?»« À Central. »« Non, on n'a aucune envie d'aller à Central. »« Et où voulons-nous aller dans ce cas ?» s'enquit le pilote avec une sorte de gloussement efféminé. « À New York ? À Pékin ?»« Contente-toi de maintenir l'appareil en l'air un moment, Haabi, en décrivant des cercles autour du camp. De grands cercles, hors de portée. »« Capitaine, il n'y a plus de camp de Java désormais, » lui fit remarquer Post, un chef bûcheron, un homme trapu et solide. « Quand les créatres viendront mettre le feu, on se chargera de les brûler. Il doit y en avoir au moins 4000 au même endroit, là-bas. Il y a 6 lance-flammes à l'arrière de cet hélicoptère. Laissons-leur une vingtaine de minutes. On commencera par des bombes aux flambes, puis on finira les fuyards avec nos lance-flammes. »« Bon sang !» s'exclama Haabi. « Il y a peut-être le dégât à nous, là-bas. Les créates peuvent faire des prisonniers, nous n'en savons rien. Hors de question que j'y retourne et prenne le risque de calciner des humains. » Il n'avait pas changé le cap de la puce. Davidson colla alors le canon de son revolver contre le crâne du pilote. « Oh que si, on va y retourner. Alors ressaisis-toi, mon chou, et ne t'avise pas de me causer des ennuis. »« Il y a assez de carburant dans le réservoir pour atteindre Central, capitaine.
Il essayait toujours d'écarter sa tête du revolver, comme s'il s'était agi d'une mouche qui le dérangeait. « Mais pas plus. On n'a pas d'autre réserve. »« Alors, on va devoir en tirer le maximum. Fais demi-tour, Abby. »« Je crois qu'on ferait mieux de nous rendre à Central, capitaine, » dit Post d'un ton ferme. Mais cette mutinerie rendit Davidson tellement furieux qu'il retourna le revolver dans sa main et, aussi vif qu'un serpent, on abattit la crosse au-dessus de l'oreille de Post. Le bûcheron se borna à se replier sur lui-même comme une carte de Noël et resta assis sur le siège avant, la tête entre les genoux, les mains pendantes. « Fais demi-tour, Abby !» tonna Davidson. L'hélicoptère exécuta aussitôt un large virage. « Bon sang !» fit le pilote d'une voix sourde et nasillarde, comme s'il avait un rhume. « Où est le camp? Je n'ai jamais piloté cette puce de nuit sans le moindre signal à suivre. »« Mets le cap à l'est et cherche le feu, » lui ordonna froidement Davidson. Aucun d'eux n'avait assez de trempe, en réalité, pas même Temba. Aucun d'eux ne l'avait soutenu quand la situation était vraiment devenue difficile. Tôt ou tard, ils allaient tous se liguer contre lui, uniquement parce qu'ils n'arrivaient pas à encaisser aussi bien que lui. Le faible conspire contre le fort doit tenir le coup tout seul et ne compter sur personne pour s'occuper de lui. C'est comme ça, tout simplement. Où était le camp? Dans ce noir absolu, ils auraient dû pouvoir distinguer à des kilomètres les bâtiments en feu, même sous la pluie, sauf qu'ils ne voyaient rien. Un ciel gris-noir, un sol noir. Les incendies avaient dû s'éteindre ou être éteints. Les humains étaient-ils parvenus à repousser les créates après son évasion? Cette pensée lui traversa l'esprit comme un jet d'eau glacée. Non, bien sûr que non. Pas 50 contre des milliers. Mais bon sang, il devait quand même y avoir quantité de créates en morceaux gisant sur le champ de mine, sauf qu'ils s'étaient pointés en rang tellement serrés. Rien n'aurait pu les arrêter. Rien n'aurait pu lui permettre de prévoir un truc pareil. D'où venait-il? Il n'y avait plus un seul créate dans la forêt environnante depuis des jours. Ils avaient dû rappliquer de quelque part, de partout en même temps, se faufiler dans les bois, surgir de leurs trous comme des rats. Il n'y avait aucun moyen d'en arrêter des milliers qui déferlaient ainsi. Où diable était le camp? Abby jouait au plus malin. Il faisait semblant de suivre la bonne direction. « Trouve le camp, Abby, » lui murmura-t-il. « Bon Dieu, j'essaie » répliqua le garçon. Post ne bougeait plus, recroquevillé là, près du pilote. « Il n'a pas pu disparaître comme ça. Pas vrai, Abby? Je te donne 7 minutes pour le trouver. »« Trouvez-le vous-même » rétorqua Abby d'une voix aiguë et maussade. « Non, mon chou, pas tant que Post et toi ne serez pas rentrés dans le rang. Descends un peu plus bas. » Au bout d'une minute, Abby reprit la parole. « On dirait la rivière. » Il y avait bel et bien une rivière, ainsi qu'une grande clairière. Mais où était passé le camp de Java? Ils ne le virent nulle part en survolant la clairière en direction du nord. « Ce doit être ça. Il n'y a pas d'autre clairière de cette taille dans le coin, pas vrai ?» dit Abby en revenant au-dessus de la zone déboisée. Malgré la puissance de leurs phares d'atterrissage, on ne pouvait rien voir en dehors des tunnels de lumière. Mieux valait donc les éteindre. Davidson se pencha par-dessus l'épaule du pilote pour s'en charger. Une obscurité totale, humide, leur frappa aussitôt les yeux comme des serviettes noires. « Bon Dieu !» s'écria Abby, qui ralluma les phares tout en faisant pivoter la puce vers la gauche pour reprendre de l'altitude, mais pas assez vite. Des arbres jaillirent hors de la nuit et heurtèrent l'appareil. Les pales hurlèrent, projetant un cyclone de feuilles et de branches devant les cônes de lumière des phares, mais les troncs des arbres étaient très vieux et très solides. La petite machine ailait, dégringola d'un coup, parut se libérer d'un bond, puis retomba de son côté parmi les arbres. Les phares s'éteignirent, le vrombissement cessa. « Je ne me sens pas très bien, » dit Davidson, qui le répéta à plusieurs reprises avant de s'interrompre, car il n'y avait plus personne à qui le dire. Il se rendit alors compte qu'il n'avait rien dit de toute façon. Il se sentait sonné. Il avait dû se cogner la tête.
Ahabi n'était plus là. Où se trouvait-il? Autour de lui, la puce, complètement penchée. Davidson occupait encore son siège. Il faisait tellement noir, ça donnait l'impression d'être aveugle. En tâtonnant autour de lui, il finit par retrouver Post, inerte, toujours plié en deux, calé entre le siège avant et le tableau de bord. La puce tremblait à chacun de ses mouvements, et il comprit enfin qu'elle ne reposait pas sur le sol, mais restait coincée entre des arbres, comme un cerf-volant. Sa tête allait mieux, et son envie de quitter cette cabine noire renversée ne faisait que croître. Davidson se glissa tant bien que mal dans le siège pilote, puis passa ses jambes au dehors en se retenant par les mains, sauf qu'il n'y avait aucun sol sous ses pieds, juste des branches qui griffaient ses jambes pendantes. Au final, il se laissa tomber, sans savoir depuis quelle hauteur. Mais bon, il lui fallait absolument s'extraire de cette cabine. La chute n'eut rien d'impressionnant, au bout du compte. Ça lui secoua un peu la tête, mais il se sentit mieux, sitôt qu'il se fut relevé. Si seulement il ne faisait pas si sombre, si noir. Davidson avait une lampe accrochée à sa ceinture. Il en prenait toujours une la nuit pour aller inspecter le camp, mais elle n'était plus là. Bizarre. Elle avait dû tomber. Il ferait mieux de remonter dans la puce pour la chercher. Peut-être Ahabi l'avait-il prise. Ahabi avait volontairement fait s'écraser la puce, emporter la lampe de Davidson et tenter sa chance tout seul. Ce petit salopard obséquieux, il ne valait pas mieux que les autres. L'air était noir et chargé d'humidité, et on ne savait pas où poser les pieds. Il n'y avait là que des racines, des buissons et des plantes enchevêtrées. Il y avait maintes bruits autour de lui, de l'eau qui goûtait, des bruissements, des froissements, de petites choses qui se faufilaient dans les ténèbres. Davidson se dit qu'il ferait mieux de retourner dans la puce pour y récupérer sa lampe. Sauf qu'il ne pouvait pas voir à quelle hauteur il devait grimper. Le coin inférieur de la porte était juste hors d'atteinte. Une lumière, une faible lueur, qu'il eut à peine le temps d'apercevoir avant qu'elle ne s'évanouisse entre les arbres. Ahabi avait pris la lampe et allait reconnaître le terrain pour s'orienter, le petit malin. « Ahabi !» lança-t-il dans un murmure perçant. Davidson marcha sur quelque chose de bizarre tout en essayant de retrouver la lumière à travers les arbres. Il lui donna un coup de botte, puis baissa la main pour le tâter, prudemment, car ce n'était pas très judicieux de toucher des choses qu'on ne pouvait pas voir, un truc humide, lisse, comme un rat mort. Il retira vivement sa main, puis un instant plus tard, reprit ses recherches un peu plus loin. Il y avait une botte sous sa main. Il pouvait sentir les croisements des lacets. Ce devait être Ahabi, gisant là juste sous ses pieds, sans doute éjecté de la puce au moment de l'impact. Eh bien, il avait eu ce qu'il méritait, ce Judas, à vouloir filer à Central. Davidson n'appréciait guère la sensation humide de ses vêtements et de ses cheveux invisibles. Il se redressa. La lumière réapparut, masquée ici et là par les troncs proches et lointains. Une lueur qui se déplaçait au loin. Davidson porta la main à son étui. Le revolver ne s'y trouvait plus. Il avait tenu l'arme en main au cas où Post et Ahabi auraient voulu lui jouer un tour, mais elle ne s'y trouvait plus. Elle avait dû rester dans l'hélicoptère avec la lampe. Il resta un instant immobile, accroupi, puis se mit brusquement à courir, sans voir où ses pas le portaient. Des troncs le repoussaient violemment lorsqu'il les heurtait, et il finit par trébucher sur des racines. Il s'étala de tout son long, s'écrasant lourdement dans les buissons. Après cette mise à quatre pattes, il essaya de se cacher. Deux petites branches humides lui éraflèrent le visage. Il s'enfuit davantage dans les buissons, le cerveau entièrement occupé par les odeurs complexes de pourriture et de végétation, de feuilles mortes, de décomposition, de nouvelles pousses, de feuillage, de fleurs, les odeurs de la nuit, du printemps et de la pluie. La lumière l'éclairait complètement désormais, et il vit les créates. Davidson se remémora alors ce qu'ils faisaient quand ils étaient coincés, et ce que Lyubov avait dit sur la question.
Il se retourna sur le dos et s'étendit, la tête penchée en arrière, les yeux fermés, son cœur tambouriné dans sa poitrine. Rien ne se passa. Ouvrir les paupières n'avait rien d'évident, mais il y parvint néanmoins. Les créates se bornaient à rester là. Il y en avait beaucoup, 10 ou 20, équipés de ces lances dont ils se servaient pour la chasse. On aurait dit de petits jouets, mais avec des pointes en fer tranchantes capables de vous transpercer le ventre. Il referma les yeux, sans bouger d'un pouce, et rien ne se passa. Son cœur s'apaisa, et il eut l'impression de pouvoir réfléchir plus aisément. Quelque chose s'agita alors en son fort intérieur, quelque chose de l'ordre du rire. Bon sang, il ne pouvait pas l'achever. Si ses propres hommes le trahissaient, et si l'intelligence humaine ne pouvait rien faire de plus pour lui, alors il utilisait contre eux leur propre truc, jouer aux morts comme ça, pour déclencher ce réflexe instinctif qui les empêchait de tuer quiconque prenait cette position. Ils se bornaient à rester là, autour de lui, à murmurer entre eux. Ils ne pouvaient pas lui faire de mal. C'était comme s'il lui-même était un dieu. Davidson. Il dut rouvrir les yeux. La torche de résine que portait un des créates brûlait toujours, mais sa flamme avait pâli, et la forêt n'était plus d'un noir de goudron, mais d'un gris sombre. Comment cela avait-il pu se produire? Il s'était à peine écoulé 5 ou 10 minutes. On y voyait toujours à peine, mais ce n'était plus la nuit. Davidson parvenait à distinguer les feuilles et les branches, la forêt. Il pouvait voir le visage penché sur lui. Il n'y avait pas de couleur dans cette aurore sans éclat. Les traits déformés ressemblaient à ceux d'un homme, avec des yeux pareils à des trous obscurs. « Laissez-moi me relever » dit soudain Davidson d'une forte voix rauque. Il tremblait de froid de s'être retrouvé allongé sur la terre humide. Il ne pouvait pas rester comme ça, étendu sur le sol pendant que Selver le regardait ainsi de haut. Selver avait les mains vides, mais un bon nombre des petits diables qui l'entouraient portaient non seulement des lances, mais aussi des revolvers, dérobés dans l'armurerie de son camp. Il se remit tant bien que mal debout. Ses vêtements glacés collaient à ses épaules, à ses jambes, et il n'arrivait pas à s'arrêter de frissonner. « Finissez-en, dit-il. Allez vite !» Selver se borna à le regarder. Au moins à présent devait-il lever très haut les yeux pour croiser le regard de Davidson. « Vous souhaitez que je vous tue maintenant ?» s'enquit-il. C'était Lyubov qui lui avait appris cette façon de parler, bien sûr. Même sa voix, ça aurait pu être l'ethnologue qui s'exprimait. Davidson trouvait cela troublant. « Le choix me revient, vraiment ? Eh bien, vous êtes resté allongé ainsi toute la nuit, ce qui signifie que vous souhaitez qu'on épargne votre vie. Mais maintenant, vous voulez mourir ?» La douleur dans son crâne et son estomac, la haine que lui inspirait cet horrible petit monstre qui parlait comme Lyubov et le tenait à sa merci, cette douleur et cette haine s'allièrent pour lui retourner le ventre, lui donner des hauts le cœur, et il faillit vomir. Le froid et la nausée le faisaient trembler. S'efforçant de s'accrocher au peu de courage qui lui restait, il fit un brusque pas en avant pour cracher au visage de Selver. Une courte pause, puis Selver exécuta une sorte de mouvement dansant et lui rendit la monnaie de sa pièce, avant d'éclater de rire, sans faire le moindre geste pour tuer Davidson. Ce dernier essuya la salive froide qui maculait ses lèvres. « Écoutez, capitaine Davidson, » fit le créate de cette petite voix tranquille qui étourdissait Davidson, qui l'écœurait. « Nous sommes tous les deux des dieux, vous comme moi. Vous êtes un dieu fou, et moi je ne suis pas sûr d'avoir toute ma tête. Mais nous n'en sommes pas moins des dieux. Il n'y aura plus jamais dans cette forêt de rencontres comparables à celle qui se déroule entre nous présentement. Chacun de nous a offert à l'autre un présent que seuls des dieux peuvent faire. Vous m'avez offert le massacre de sa propre espèce, le meurtre. Et moi, maintenant, je vous offre du mieux que je le peux le présent de mon peuple, qui est de ne pas tuer. Chacun de nous, je crois, trouve le cadeau de l'autre lourd à porter. Néanmoins, vous allez devoir le porter seul.
Vos semblables à Eschsen me disent que si je vous ramène là-bas, ils devront vous juger et vous tuer, car c'est ce qu'impose leur loi. Et donc, comme je souhaite vous donner la vie, je ne puis vous emmener là-bas avec les autres prisonniers, pas plus que je ne peux vous laisser errer dans la forêt, vu la nocivité de vos agissements. Vous serez par conséquent traité comme un membre de notre peuple quand on perd l'esprit. Nous allons vous conduire à Rendlep, où plus personne n'habite, et vous laisser là-bas. Davidson fixait le créate, incapable de détourner les yeux. C'était comme si ce regard possédait un genre de pouvoir hypnotique, ce qu'il trouvait insupportable. Personne n'avait le moindre pouvoir sur lui, personne ne pouvait lui faire de mal. « J'aurais dû te briser le cou pour de bon le jour où tu m'as attaqué, » lui lança-t-il de sa voix toujours aussi épaisse, enrouée. « Cela aurait peut-être mieux valu, » répliqua Selver. « Mais Lyubov vous en a empêché, tout comme il m'empêche maintenant de vous tuer. Les tueries sont terminées désormais, tout comme les abattages d'arbres. Il n'y a plus d'arbres à couper sur Rendlep. C'est l'endroit que vous appelez l'île du dépotoir. Votre peuple n'y a laissé aucun arbre. Vous ne pourrez donc pas y construire de bateaux pour vous enfuir. Il n'y a pas grand-chose. Aussi allons-nous devoir vous apporter de la nourriture et du bois pour vous chauffer. Il n'y a rien à tuer sur Rendlep. Plus d'arbres, plus de gens. Il y en avait auparavant, mais il n'y reste plus désormais que le rêve de leur existence. Il me semble que, dans votre cas, c'est là un excellent endroit où vivre, puisque vous devez vivre. Vous pourriez apprendre comment rêver là-bas, mais je vous imagine plutôt suivre enfin votre folie jusqu'à son terme. Tue-moi tout de suite et détourne ton foutu regard. Vous tuer, répéta Selver, dont les yeux parurent se mettre à briller, très clairs, terribles, dans la pénombre de la forêt. Je ne peux pas vous tuer, Davidson. Vous êtes un dieu. Vous allez devoir vous en charger vous-même. Il se retourna pour s'éloigner d'un pas rapide et léger, ne tardant pas à disparaître entre les troncs gris. Un nœud coulant passa par-dessus la tête de Davidson et se resserra un peu autour de sa gorge. Deux petites lances s'approchèrent de son dos et de ses flancs. Il n'essayait pas de le blesser. Il pouvait s'enfuir, tenter sa chance. Il n'osait pas le tuer. Les pointes étaient polies, en forme de feuilles, tranchantes comme des rasoirs. Le nœud coulant lui tirailla doucement le cou, et il les suivit là où il l'emmenait. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 7. Deuxième partie. Vous avez aimé ce chapitre? Eh bien, likez ou laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines publications. Et pour les plus généreux d'entre vous, payez-moi quelques cafés. Le lien est dans la description. À bientôt.